Efficace contre les nuisibles, sans danger pour les insectes utiles. Les apiculteurs affirment pourtant que les néonicotinoïdes ont un effet dévastateur sur les abeilles. Cet insecticide serait également dangereux pour l'homme. Qu'en est-il vraiment? Xenius a mené l'enquête. Bienvenue dans Xenius. Les néonicotinoïdes. Le mot se compose de néo pour nouveau, nicotine, bon, ça tout le monde connaît, et de oïde pour similaire. Il s'agit donc de substances qui rappellent ou imitent la nicotine. Et ils forment une grande famille. Pour n'en citer que quelques-uns, voici l'acétamipride, le thiaméthoxam ou encore l'imidaclopride. En France, les substances contenant des néonicotinoïdes devraient être interdites à partir de septembre 2018. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les plants de tabac comme ceux-ci produisent naturellement de la nicotine pour se défendre de leurs prédateurs. Or, la nicotine est un neurotoxique. Lorsqu'un insecte absorbe le sucre de ces plantes, il en meurt. Aujourd'hui encore, certains jardiniers amateurs croient bien faire en traitant les plantes de leur jardin avec un purin de nicotine de leur composition. Il ferait mieux de s'abstenir car c'est très toxique. Voilà pourquoi l'usage de la vraie nicotine est strictement interdit dans les cultures. Mais comme cette substance est très efficace, des chercheurs japonais ont entrepris, il y a plus de 30 ans, d'élaborer contre les insectes des neurotoxiques artificiels qui imitent le mode d'action de la nicotine. Ce sont les néonicotinoïdes. Ces produits sont très efficaces. Le problème, c'est qu'ils ne s'attaquent pas seulement aux nuisibles, mais également aux insectes utiles, comme les abeilles. Relevé d'indices aux Pays-Bas. Henk Tennekes est toxicologue et Frans Parmentier, ornithologue. Tous deux étudient l'état de la biodiversité dans les champs néerlandais. Leurs résultats ont de quoi inquiéter. De nombreux insectes, qu'ils soient nuisibles ou utiles, ont disparu. D'après nos deux chercheurs, là où se pratique l'agriculture intensive, les prairies et les champs sont réduits au silence. Principaux suspects, les néonicotinoïdes. Il y a une vingtaine d'années que les agriculteurs ont commencé à les utiliser. Ici, on a cultivé du maïs avec des semences enrobées de néonicotinoïdes. Or, 90% du produit reste dans le sol. Et il est extrêmement toxique pour les insectes, même à très faible dose. Son effet est persistant et sa durée de demi-vie très longue. Il y a donc de bonnes raisons de penser que le sol est toujours contaminé par les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes sont utilisés soit en pulvérisation, soit en enrobage de couleur rouge sur les semences. Dans la lutte contre les nuisibles, ce neurotoxique fait figure de solution miracle. Mais son rayon d'action ne se limiterait pas aux nuisibles. On le soupçonne très sérieusement d'être en partie responsable du syndrome d'effondrement des populations d'abeilles en s'attaquant à leur système nerveux central. Beaucoup d'entre elles ne meurent que bien après avoir ingéré le poison qui affecte notamment leur sens de l'orientation. Dans le cadre de leurs expériences, des chercheurs ont fixé des émetteurs sur le dos de ces insectes et leur ont administré le neurotoxique. Ensuite, ils les ont laissés s'envoler. Bien des abeilles n'ont pas retrouvé le chemin de la ruche. D'après les critiques, cela ne se passe pas comme ça dans la nature. Mais ces recherches confortent les craintes des apiculteurs. Si une abeille entre en contact avec une forte dose de neurotoxiques, elle meurt. Mais même à faible dose, l'effet est ravageur. Les capacités cognitives des abeilles sont affectées, comme leur aptitude à s'orienter dans l'espace, à communiquer entre elles avec la fameuse danse frétillante et à thermoréguler le couvain. La colonie se met à dysfonctionner. Nous avons été les premiers à observer les effets des néonicotinoïdes et à constater que quelque chose ne tournait pas rond dans les ruches.
Depuis, de nombreux chercheurs sont venus étayer et confirmer nos soupçons. Et aujourd'hui, la relation de cause à effet est accablante. Pour en savoir plus sur l'effet cumulatif des néonicotinoïdes dans l'organisme des insectes, le toxicologue Henk Tennekes a procédé à des expériences à très faible dose. Normalement, les dommages sont proportionnels à la quantité absorbée. Plus celle-ci est élevée, plus les dégâts sont importants. Mais d'après les recherches de Henk Tennekes, le rapport n'est pas le même dans le cas des néonicotinoïdes. Les abeilles meurent aussi quand elles absorbent sur de longues périodes des doses infimes de ces toxiques. Nous savons que l'effet cumulatif des néonicotinoïdes est irréversible. Et il faut bien admettre qu'il n'y a pas de valeur seuil. Toute exposition présente donc un risque potentiel. Voilà pourquoi les néonicotinoïdes sont si dangereux pour les insectes. Et qu'en est-il de leurs effets sur les autres êtres vivants ? Les insecticides sont globalement considérés comme dangereux. Dans les milieux scientifiques, le sujet suscite de nombreuses controverses. Et actuellement, les néonicotinoïdes sont au cœur des débats. Nous allons tenter de comprendre son mode d'action et ses effets à long terme avec l'aide d'un expert. Peter Boas dirige l'Office de protection des végétaux à Berlin. Dans les serres ou en plein air, son équipe et lui étudient différents types de produits phytosanitaires. Comment les abeilles entrent-elles en contact avec les néonicotinoïdes? Le mode d'action des néonicotinoïdes repose sur le fait qu'ils sont solubles dans l'eau. Quand ils s'infiltrent dans un végétal, ils sont transportés par le flux de sève, qui sert normalement à la plante pour la circulation de l'eau et des nutriments. Comme ils sont très hydrosolubles, ils pénètrent jusque dans le pollen et le nectar. Donc au départ, les néonicotinoïdes ne sont pas dans la plante, mais sur les graines. Tout à fait. Pourquoi cette couleur rouge? C'est une mesure de sécurité, pour les oiseaux par exemple. Quand un oiseau voit une graine rouge, il se dit « c'est inquiétant ça, mieux vaut ne pas en manger ». Cela évite aussi que ces semences ne soient utilisées pour l'alimentation humaine ou animale. En fin de compte, les néonicotinoïdes passent de la semence dans la plante. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle un agent systémique. Le principe actif évolue avec la jeune pousse issue de ces semences. Il investit toute la plante et la protège des nuisibles, comme le ver fil de fer ou l'ossini dans le cas du maïs. Et une fois que les néonicotinoïdes se sont répandus dans la plante, l'abeille risque d'en absorber en butinant la fleur. C'est effectivement le danger, puisque les abeilles collectent le nectar et le pollen. Les quantités ingérées sont de l'ordre du nanogramme. Et cela fait des années que les éventuels effets font polémique. En 2008, les néonicotinoïdes ont entraîné une hécatombe parmi les populations d'abeilles en Allemagne. À qui la faute? Cet effondrement a touché 11 000 colonies d'abeilles. On avait utilisé des semoirs pneumatiques. Ces machines chargées d'enfouir les graines dans le sol au moyen d'air comprimé. Avant de les insérer dans la terre, l'appareil agite les semences dans un récipient où les graines se heurtent les unes contre les autres, ce qui a libéré l'enrobage. En effet, celui-ci ne colle que superficiellement aux graines. À travers l'air expulsé, cette poussière a rejoint l'atmosphère et l'environnement. Malheureusement, il y avait beaucoup de vent à ce moment-là. Et on était en pleine période de floraison du colza et des arbres fruitiers. Les abeilles étaient de sortie, les pollinisateurs sauvages aussi, et ça a été l'hécatombe. C'est affreux, mais nous avons tiré les leçons de cette erreur. Et comment éviter cela aujourd'hui? On maîtrise bien mieux la situation de nos jours. Un meilleur système de contrôle qualité a été mis en place, notamment entre l'Office fédéral de la recherche sur les plantes de culture et les fabricants d'insecticides. Un événement de ce genre ne devrait pas se reproduire. Quelle est la différence entre pulvérisation et enrobage? À ma connaissance,
L'enrobage est l'un des traitements phytosanitaires les plus écologiques qui soient. Si je pulvérise, je traite le champ tout entier, ce qui entraîne bien entendu plus de risques et d'effets indésirables que si je procède à l'enrobage des graines. Les néonicotinoïdes sont utilisés depuis les années 1990 et ils ont été mis au point au Japon dans les années 1980, notamment par Shinzo Kagabu. Quel regard pose aujourd'hui cet ingénieur sur sa découverte? Au Japon, dans les années 1980, de nombreux pesticides perdent peu à peu de leur efficacité. Shinzo Kagabu révolutionne ce marché en mettant au point les néonicotinoïdes. L'œuvre de sa vie est aujourd'hui sous les feux de la critique. Il en est conscient. Il sait que l'usage de 3 néonicotinoïdes a été limité en Europe à cause de leur effet sur les abeilles. Il s'explique lors d'une conférence de presse. Tout produit chimique exerce une influence sur le vivant. Si on constate un problème lié à ce produit, comme l'effondrement de populations d'abeilles, il me semble important de trouver une méthode susceptible d'équilibrer les effets positifs et négatifs de cette technologie. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de maintenir le rôle que jouent les néonicotinoïdes dans l'agriculture, tout en minimisant les effets délétères sur les abeilles mellifères. C'est précisément l'objet de ses recherches aujourd'hui. Il tente de mettre au point un nouvel insecticide qui tuerait les nuisibles tout en assurant une totale protection aux abeilles. Les néonicotinoïdes ont donné d'excellents résultats dans l'agriculture et ils continueront de le faire. Je suis chercheur. Si une technologie développée sous ma supervision est à l'origine d'un quelconque effet négatif, je ferai tout pour y remédier et proposer un nouveau produit plus sûr et plus fiable. Ce marronnier est malade. Il est infesté par la teigne minière, comme nombre de beaux châtaigniers à fleurs blanches dans toute l'Europe. Peter Boas, vous avez mené une étude pour voir si les néonicotinoïdes pourraient apporter une solution à ce problème. Qu'avez-vous trouvé? Ils sont efficaces, mais nous voulons bien entendu élaborer une méthode susceptible d'être mise en œuvre dans une grande ville comme Berlin. Il faut donc prendre en compte les humains, les animaux et tout l'équilibre naturel. En clair, les néonicotinoïdes pourraient être efficaces, mais vous n'arrivez pas à les intégrer à l'arbre sans nuire aux hommes et aux animaux. Oui, c'est vrai, il faut bien le reconnaître. Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien, les néonicotinoïdes investissent très bien l'arbre, mais ils ne se contentent pas de le faire sur une année. On continue de les détecter 5 ou 6 ans plus tard. Une fois l'arbre traité, la maladie est enrayée définitivement. Mais le produit reste dans l'arbre. Les fleurs de châtaignier, qui font le bonheur des apiculteurs citadins, contiendront encore très longtemps de très faibles quantités de néonicotinoïdes. C'est là le problème. Et c'est pourquoi ils ne sont pas autorisés. Et si là, vous me demandez ce qu'on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, a priori, j'ai une super méthode, à la portée de tout un chacun. À savoir, les feuilles qui tombent de l'arbre ne doivent pas rester au sol, il faut les enlever. Le mieux, c'est de les broyer, de manière à ce que les larves qui hibernent dessus ne puissent en aucun cas éclore et infester de nouveau l'arbre l'année suivante. À quoi travaillez-vous actuellement? Je vais vous montrer ça. Nous menons actuellement des essais sur de nouveaux insecticides qui pourront peut-être un jour assurer la relève des néonicotinoïdes. Ici, nous avons planté des hibiscus. Ils ont des pucerons, des insectes suceurs que nous essayons de combattre avec un autre produit que les néonicotinoïdes. Voici la serre où nous traitons les plantes avec notre nouveau produit. Et là, à titre de comparaison, les plantes traitées avec les produits déjà sur le marché. Et voici Madame Förster. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en train d'examiner les pucerons. Il y en a encore. L'application est donc tout indiquée. Vous allez pulvériser? En effet. Je peux vous regarder faire? Bien sûr. Vous pouvez même mettre la main à la pâte. Volontiers. Quant à nous, nous allons procéder à l'inspection visuelle des résultats. D'accord.
Voyons un peu les plantes qui ont été traitées avec le produit du marché. Vous prenez la plante dans la main et vous regardez surtout sous les feuilles s'il y a des pucerons. Il y en a partout. Lors de la pulvérisation, il ne faut pas approcher la bûche trop près de la plante. Ce qui brille comme ça sur les feuilles, c'est le miella, le produit d'excrétion. Il y en a plein. Et si vous regardez les tiges, vous verrez aussi quantité de pucerons. Il faut traiter la feuille recto-verso. Et il faut éviter d'agiter la lance. Observez bien les pucerons encore vivants sur chaque feuille. Il y en a un beau là et qui bouge encore. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça roule, j'espère qu'on les a tous eus. Et vous? Beaucoup étaient déjà morts, mais quelques-uns ont survécu. Qu'en pensez-vous? C'est un bon résultat. L'effet produit est suffisant. 50 à 60% de réussite, c'est déjà très satisfaisant. Mais quand un client achète des produits phytosanitaires pour le jardin et lit sur le paquet « effet suffisant démontré », il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Tout à fait. Cela veut dire qu'il y a un effet sur les nuisibles, mais on ne peut pas s'attendre à les éliminer à 100%. Il en restera toujours. Mais c'est voulu. En gestion des ravageurs, l'objectif n'est pas de supprimer les pucerons jusqu'au dernier. Nous avons vu que certains néonicotinoïdes actuels ne s'attaquaient pas seulement aux insectes qui endommagent les plantes. Mais dans quelle mesure sont-ils dangereux pour l'homme? Le cerveau des nourrissons se développe à une vitesse phénoménale. C'est une période où il est particulièrement vulnérable aux influences néfastes. À l'hôpital universitaire de Sankt Pölten, en Autriche, Karl Zwiauer est l'un des rares pédiatres à se préoccuper des effets des pesticides sur les tout-petits. Chez le nourrisson, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la séparation entre la circulation sanguine et le système nerveux central, n'est pas encore complètement en place. Il est donc possible que des adjuvants passent cette barrière, ce qui ne serait pas le cas chez l'adulte. Il y a 2 ans, une étude japonaise concernant l'effet des néonicotinoïdes sur les rats a fait couler beaucoup d'encre. Il en ressortait que certains néonicotinoïdes pouvaient endommager l'évolution du cerveau chez des vertébrés. Il n'est pourtant pas certain que ce soit le cas chez les nouveau-nés humains. Je crois que nous n'avons pas encore suffisamment étudié le rôle exact des néonicotinoïdes sur le développement cérébral. Mais au vu des derniers résultats scientifiques, on est en droit d'avoir de sérieux soupçons. Il est fort probable qu'ils aient des effets similaires à ceux d'autres pesticides. Et nous savons bien qu'ils ont quasiment tous des effets préjudiciables sur l'évolution neurologique. Au Japon, la réglementation en matière de produits phytosanitaires est bien moins stricte qu'en Europe. Les agriculteurs en font un très large usage et souvent dans des régions fortement peuplées. Yoshiko Aoyama, médecin, est effarée de ce manque de discernement et elle alerte constamment la population. Dans ce magasin d'horticulture, par exemple, se trouvent des produits à base de néonicotinoïdes en accès libre. Sur l'emballage, les fabricants vantent leur grande efficacité. Il est écrit ici qu'il suffit d'en appliquer sur les tomates, les aubergines et les concombres et que l'effet dure 1 mois. Il est indiqué que le produit reste. Ce pesticide est incroyable. Il est absorbé par les racines. Pas moyen de s'en débarrasser, même en lavant soigneusement les légumes. La population s'imagine que ces pesticides sont sûrs et sans danger parce que le gouvernement et le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement font croire aux gens que ce produit est inoffensif. Résultat, au Japon, de nombreux produits alimentaires sont lourdement contaminés. Il arrive que la quantité de résidus autorisés soit 500 fois plus élevée qu'en Europe. Avec de telles doses, rien d'étonnant à ce que certains patients japonais souffrent de graves empoisonnements aux pesticides. Le docteur Aoyama traite certains d'entre eux dans sa clinique, à Maebashi. Yoshiaki Kaneta a travaillé toute sa vie dans un bureau. À 57 ans, il a pris sa retraite et s'est consacré essentiellement à son jardin
pour y cultiver des légumes. Par ignorance, il les a régulièrement traités avec de fortes doses de néonicotinoïdes. Il a eu beau consulter de nombreux médecins, son état ne faisait qu'empirer. Il est venu me voir à la clinique en 2013. Du fait de l'éruption cutanée, tout son corps avait pris une couleur brune. On aurait dit qu'il avait été fumé. Il avait beaucoup de mal à respirer et il toussait tant qu'il pouvait à peine parler. Ses mains tremblaient et il avait des trous de mémoire. Dès qu'il se mettait à parler, le souffle lui manquait. Son discours était d'autant plus confus qu'il perdait toujours le fil de sa pensée. Quand il a cessé de traiter ses légumes, les symptômes ont commencé à régresser. Montrez-nous un peu cela. La peau est redevenue presque normale. Avant, elle était toute noire. Comme dans le cas de Yoshiaki Kaneta, les symptômes de tous les patients reculent quand ils évitent le contact avec les néonicotinoïdes. Le docteur Aoyama s'efforce depuis des années de convaincre l'administration que les valeurs seuil sont trop élevées au Japon. Et elle est convaincue que les néonicotinoïdes sont notamment à l'origine d'un symptôme, la perte de mémoire. La caractéristique la plus frappante est la diminution des capacités intellectuelles et de la mémoire. Ainsi, un étudiant ne se souvient plus de ce qu'il a mangé la veille au soir. Un étudiant. Mais les élèves du primaire ou les collégiens ne sont pas épargnés, eux non plus. C'est anormal, tout à fait anormal. Pour le bien de nos enfants, il faut interdire un pesticide aussi dangereux. De nombreux petits exploitants japonais traitent aujourd'hui en quantité beaucoup moins importante que ce qui est prescrit par la coopérative agricole. Cette plantation, par exemple, joue la carte de la sécurité et fait en plus envelopper ses poires dans du papier. Envelopper les pommes et les poires une à une dans du papier, c'est une idée. Mais à la longue, ce n'est pas une solution. Non, pas vraiment. De haut en bas, pas trop près des branches. Cela dit, des jardiniers amateurs et des agriculteurs bio sont de plus en plus nombreux à protéger leurs plantes par la manière douce. En tout cas, le purin de nicotine, on peut oublier. Nous avons déjà vu qu'il ne fallait en aucun cas utiliser le tabac sous sa forme pure. Ce que nous sommes en train d'appliquer là fleure bon la campagne, on va dire. C'est du purin d'ortie fait maison. Vous qui l'avez expérimenté, qu'en dites-vous? C'est plus odorant qu'efficace. Si l'on veut utiliser du purin d'ortie, il faut répéter l'opération très souvent. Pour le jardinier amateur, la méthode est plaisante. Pour le professionnel, ce n'est pas vraiment la solution. Vous voulez dire qu'il reste des pucerons? Des quantités de pucerons. Le problème, c'est la fiabilité? Les insecticides de l'avenir auront une tâche très difficile. D'une part, atteindre et combattre un maximum d'insectes, d'autre part, être le moins nocif possible pour les hommes, les animaux et la nature. J'ai souvent l'impression que les gens ne se soucient guère de la dose et se disent « plus j'en mets, mieux ça vaut ». Est-ce que c'est ça aussi le problème? Il y a hélas des gens qui ne lisent pas le mode d'emploi et qui dosent au jugé. Mais je crois que les choses vont se compliquer, parce qu'à l'avenir, il n'y aura plus que des produits prêts à l'emploi pour l'utilisateur privé. L'agriculteur, lui, a besoin d'une formation. Il doit avoir des compétences. Partons du principe, exception faite de quelques moutons noirs, que tout va bien se passer. Encore une question, assez naïve peut-être. Et si on mangeait tous bio? On peut rêver, mais la réalité nous rappelle à l'ordre. En l'an 2050, la planète comptera quelques 10 milliards d'habitants qui voudront tous boire et manger. D'où voulez-vous que ça vienne? La surface sur laquelle nous cultivons les produits alimentaires se réduit de plus en plus.
L'homme a besoin d'espace pour habiter, travailler, se détendre. Nous avons beau retourner la chose en tous sens, il faut utiliser des produits et des procédés phytosanitaires. Il reste beaucoup à faire si nous voulons protéger l'homme, l'animal et la nature. Nous, on aimerait bien protéger ces arbres contre les pucerons à la manière du jardinier amateur, c'est-à-dire sans utiliser de produits. C'est possible? Il y a un moyen très simple. H2O, de l'eau. Tous les jardiniers ont un tuyau d'arrosage. Je vois que vous en avez même deux. Nous en avons deux, oui. Un pour chacun de vous. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il suffit de l'asperger et le puceron disparaît. Vous les enlevez à l'eau, tout simplement? Tout simplement. Vous avez vu ça avec Madame Förster. Elle asperge les arbres d'eau additionnée de savon. Les pucerons ont horreur de ça. Super le truc. Merci beaucoup. De rien. Merci, Monsieur Boas. Au revoir. Oui, à la prochaine et... On essaye. C'est parti. Attends. Ils sont déjà ouverts. Attends.